Écoutez, écoutez, fils d'Afrique, écoutez, femmes d'Afrique, écoutez aussi, jeunes d'Afrique, espoir de demain. Écoutez tous une page de la glorieuse histoire africaine. Il est des hommes qui, bien que physiquement absents, continuent et continueront à vivre éternellement dans le cœur de leurs semblables. Sont de ceux-là l'Almami Samori Touré, empereur du Wassoulou, le roi de l'Abbé, l'illustre Alpha Yaya Diallo et Morifindian Diabaté, symbole de l'amitié, dont le reste glorieux viennent de rejoindre la terre natale qu'ils ont aimée et défendue leur vie durant. Le colonialisme, pour justifier sa domination, les a dépeints sous les traits de rois sanguinaires et sauvages. Mais, traversant la nuit des temps, leur histoire nous est parvenue dans toute sa gloire. Chers amis auditeurs de la fréquence 103.9 Convergence FM, nous revenons avec l'émission L'Afrique ne doit plus mourir de ses richesses, avec toujours comme slogan illustrer et puis magnifier et affirmer la grandeur africaine. Nous avons aujourd'hui comme invité le colonel Doudou Diané et nous allons lui donner la parole pour qu'il dise bonjour aux auditeurs et se présenter. Merci beaucoup. Je dis bonjour à tout le monde, tous les auditeurs de Convergence FM. Je suis très heureux d'être sur ce plateau aujourd'hui pour échanger un peu sur les enjeux de l'économie africaine. Mon profil, en bref, je suis inspecteur des douanes, de classe exceptionnelle, 35 ans de service au niveau de l'administration des douanes. J'ai été directeur de cabinet du ministère de l'Industrie, du cabinet du ministère des Finances. J'étais aussi membre du comité d'experts de la CEDEAO, Comité économique de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO, jusqu'en 1979, quand j'ai quitté le ministère des Finances. Sur le plan international, j'ai d'abord fait le stage de politique commerciale au GATT, c'était en 1978, avant d'être affecté à l'ambassade du Sénégal à Genève pour s'occuper du GATT de la CNUSED. C'est à mon retour, j'ai réintégré la douane jusqu'à ma retraite en 2005, après avoir été directeur des recettes douanières de 1991 à 1996, directeur des enquêtes du renseignement douanier de 1996 à 2000, et directeur des opérations douanières 2000 à 2005. Si on parlait de votre cursus de formation, par exemple. Maintenant, je suis colloquat où j'ai fait donc mes humanités, de la 6e primaire classe de terminale. Nous avons été les premiers élèves du lycée de Kaolack qui s'appelait à l'époque collège de Kaolack en 1958. Collège classique parce que nous avions une classe de classique dont j'étais élève pour avoir fait latin et grec donc de 58 à 64, la première partie du baccalauréat. Et après j'ai fait philo. En 65, je suis arrivé donc à l'université de Dakar. J'ai fait droit public. Et en 68, nous avons été donc... En 68, il y a eu la grève et nous étions des dirigeants de cette grève dans le cadre de l'Union démocratique des étudiants sénégalais. Le président Senghor, après nous avoir embastillés au camp Arsina pendant 10 jours, nous a demandé de partir du Sénégal nécessairement, on ne peut plus continuer. Quelle que soit la destination, il donnait une bourse et les billets d'avion. Nous sommes allés en France, on en a profité pour faire douane, l'école nationale de douane française. Parce qu'à l'époque, la formation des inspecteurs de douane ne se faisait pas à Dakar, ça se faisait à Paris. Mais je rappelle que, il faut que je le précise, j'ai fait des études classiques, latin et grec, jusqu'en première à l'époque, parce qu'il y avait la première partie. Donc, ma première partie de bac, latin et grec, j'ai fait philo. Arrivé à l'université, je devais faire en principe lettres classiques, je suis allé en droit. Alors j'ai fait 3 ans là-bas. Arrivé en 68, ce fut la grande grève. On était tous des dirigeants de l'Union, donc des dirigeants sénégalais, l'UED. Et on nous avait, je veux dire, emprisonnés, en tout cas embrigadés et envoyés au camp Archena. On a fait 10 jours de prison. Okay. Après, on a négocié avec le pouvoir de Senghor. La routine est que tous les anciens de l'université, ce qui étaient en 3e année, en 2e année, devaient nécessairement partir. On est allé en France.
Et on en a profité donc pour faire douane. Mais plus de publicité que je suis allé j'ai fait douane. Arrivé à l'école de douane française, c'était à Paris. En 69, on a militarisé les douanes. Donc d'agents panafricains qui se battaient pour l'indépendance, nous sommes devenus des militaires. Voilà. Quand on est revenu donc, ici en 70, on a trouvé une douane militarisée. Donc, je suis colonel. Parce que je suis arrivé en 70, je suis colonel depuis 1989. Au plan douanier, j'ai fait toutes les étapes, depuis le port jusqu'au poste de directeur, en passant par les cabinets, notamment développement industriel, qui à l'époque couvrait l'industrie, les mines, l'énergie et l'artisanat. J'étais donc directeur du cabinet du ministre Lamine Diop. De 83 à 88, nous sommes arrivés au ministère des Finances. Je suis resté comme directeur de cabinet de 88 à 90. Ensuite, nous sommes allés au ministère de la Justice. Et comme il fallait bien que je retourne au ministère des Finances, je suis retourné en douane. En 91, j'étais donc directeur des recettes douanières jusqu'en 96. De 96 à 2000, directeur des enquêtes douanières de renseignement. Et de 2000 à 2005, directeur des opérations douanières, qui avait en charge donc aussi bien des bureaux que des brigades. Donc j'ai quitté la douane en qualité de directeur des opérations douanières. Entre-temps, j'ai fait l'ambassade du Sénégal à Genève. Parce qu'à l'époque, il y avait un poste qui était réservé aux douaniers qui s'occupait du GATT de la CNUSET. Le GATT, la CNUSET, c'est la conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. Le GATT, c'est l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. C'est ce GATT qui est devenu l'OMC. Donc voilà en gros. Maintenant, sur le plan de l'intégration, j'avais en charge depuis 1973 des dossiers de la CEDEAO qu'on avait créé à l'époque. En 1973, en 1976, on a créé la CEDEAO. J'ai suivi ces dossiers jusqu'en 1979, avant de partir donc à Genève en 1980. J'étais enseignant à l'ENAM, parce qu'en 1976, il y a eu la première promotion des inspecteurs des douanes à l'ENAM, parce qu'avant la formation se faisait en France. Donc j'ai été enseignant de 1976 à 1979. Les 4 premières promotions, j'étais à l'ENAM comme enseignant. Voilà en gros. Maintenant, je suis au niveau du Club Sénégal émergent, je m'occupe du pôle senior. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler des enjeux et places des institutions régionales et continentales africaines. Il est important quand nous disons que l'Afrique ne doit plus mourir de ses richesses, qu'on puisse trouver aussi des armes par lesquelles on peut peut-être créer les conditions de pouvoir au moins ce que nous avons pouvoir ou en profiter ou le protéger. Alors, je pense que les institutions en font partie. On va parler enjeux dans un premier temps. Quel enjeu les institutions, on va peut-être ce qui est le plus proche, c'est la CEDEAO. Quel enjeu aujourd'hui par rapport à donc cette vision de ne plus mourir de nos richesses? Je suis très heureux d'aborder ce thème. Comme j'ai dit, l'Afrique a tout. Vraiment, on est gâté par la nature. Nous avons toutes les richesses. Nous avons les terres arables les plus étendues. Nous avons des minerais extraordinaires. Nous avons l'eau. Nous avons une jeunesse. Nous avons tout. Il nous manque d'initiative. Avant l'indépendance, il y avait l'Union douanière des États de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'était donc la France. On a continué avec jusqu'en 1973. On a créé la CEA, la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'était donc les anciens pays de l'AOF. Après, ça marchait, il y avait on s'est débrouillé, c'est là on a continué le processus d'intégration de l'Union douanière des États de l'Afrique de l'Ouest. À un moment donné, les pères fondateurs de la CEDEAO, qui étaient donc le précédent Senghor et Houphouët-Boigny, il y avait Adema, qui à l'époque ne faisait pas partie de la CEDEAO. Il y avait le président du Nigeria,
on considérait qu'il fallait élargir et que l'Afrique de l'Ouest, qui était à l'époque considérée comme une zone en Afrique, parce qu'il y avait l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Donc on a pris l'Afrique de l'Ouest, c'est de la CEDEAO, donc il y avait tous les pays, même au début il y avait la Mauritanie, avant qu'on le ramène à l'UMA. On était 16 pays, et en 1976, au sommet de l'homme, si je ne m'abuse, on a mis en place la CEDEAO, qui avait donc pour ambition d'atteindre l'intégration 15 ans après. Donc c'était en 1991. On n'a plus trop de temps. Néanmoins, est-ce que c'est par manque de volonté politique ou par manque de vision? Est-ce que ça a été préparé? Est-ce que les gens voyaient déjà les enjeux qu'il y avait à créer ou à mettre en place cette intégration? Théoriquement, tout était clair dans nos têtes, j'avoue. Parce qu'en 1979, quand j'ai présidé la commission douane, immigration, finance, figurez-vous, à l'époque, on a retenu le principe de la libre circulation des personnes. C'est ce qui a mené aujourd'hui à la carte d'identité. Tout était clair. Mais vous savez, l'Afrique malheureusement est lent. De même que nos opérateurs économiques, les administrations sont lentes. Néanmoins, on est allé doucement. Il faut dire aussi que nos partenaires, il y a une régression des partenaires extérieurs, bien que venant pour nous servir, pour collaborer, pour nous accorder le plus de coopération, en réalité, c'était pour occuper le marché. Ils l'ont bien occupé. Et aujourd'hui encore, depuis 1976, la CEDEAO fait 320 000 millions d'habitants. C'était largement suffisant pour qu'on soit émergent. Aujourd'hui, à part, si on enlève en Afrique de l'Ouest, vous enlevez la Côte d'Ivoire, vous enlevez le Ghana, le Cap-Vert et le Nigeria, tous les autres pays sont parmi les pays les moins avancés. C'est inadmissible. Donc le Sénégal, malheureusement les Sénégalais ne savent pas que le Sénégal fait partie des pays les plus pauvres du monde. C'est dommage. Alors que, comme disait l'ancien directeur du GATT, Olivier Long, parce que j'ai fait le stage de politique commerciale dans les années 70 au GATT, il nous disait que le commerce c'est le moteur du développement. Effectivement, il faut produire, vendre, créer des richesses et les répartir. Pour qu'on ait un pouvoir d'achat qui permet de consommer et encore de consommer et de créer encore des besoins. Maintenant, ce qui s'est passé, avec l'Union européenne, nous sommes en coopération depuis avant l'indépendance, c'était en 1958. Après, on a eu des accords de Lomé, de Yaoundé, etc. Finalement, on allait aller en zone de libre-échange. C'était en 1989 qu'on devait faire, en 2009 plutôt. Heureusement, ça a été reporté à 2015. Heureusement encore, ce n'est pas applicable. Ce n'est pas appliqué plutôt. Et entre-temps, en 2018, il y a eu le sommet de la CEDEAO, parce qu'aujourd'hui, nous de la CEDEAO, on est à l'union douanière. L'union douanière veut dire donc une zone de libre-échange où les marchandises circulent librement, mais chaque pays garde son tarif extérieur. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure avec la zone de libre-échange continentale africaine. À cette zone de libre-échange, si on ajoute le droit de douane et la réglementation douanière, on a l'union douanière. À l'union douanière, si on ajoute la libre circulation des personnes, des capitaux et des services, on a le marché commun. Après le marché commun, on a l'union économique, à savoir qu'il faut harmoniser les politiques économiques. Et cette finale, c'est l'intégration économique où on harmonise tout, on s'intègre. Aujourd'hui, au niveau de l'UMOA, on a l'union douanière. Il manque la libre pratique. C'est une notion technique. Pour qu'un produit venant de l'étranger qui entre dans l'Union peut être dédouané au bureau de douane, le premier bureau de douane de n'importe quel pays membre. C'est cette libre pratique qu'on attend encore. J'ai travaillé il y a quelques années au niveau de l'UMOA. C'est le top
de l'Union douanière. Du côté de la CEDEAO, donc nous avions la zone de libre-échange, on a eu le tarif extérieur commun, donc c'est ça, le tarif extérieur commun plus le code des douanes et la régulation douanière, c'est ça qui donne l'Union douanière. On l'a maintenant au niveau de la CEDEAO. En principe, cela était suffisant pour les pays membres de la CEDEAO vraiment de développer de manière exponentielle leurs échanges intérieurs et de créer une croissance. Mais est-ce que là, j'ai tantôt posé la question, parce que une chose est de pouvoir amener des experts à réfléchir sur une chose, mais est-ce que les gens il y avait cette vision politique, est-ce qu'il y avait une vision politique à mettre ça en place? Est-ce qu'il y avait aussi, ou bien, parce que c'est ça l'enjeu, on va se regrouper parce qu'il y a un enjeu. Deuxième élément est que on a mis des experts pour ça. Est-ce qu'il y avait une volonté politique de vouloir mettre ça en œuvre? La volonté politique, elle est là. C'est plutôt au niveau de l'exécution. Mais qui va exécuter? Les ministres en charge. Mais c'est donc une volonté politique. Non, la volonté politique, c'est déterminée par le président. Donc, comme j'ai dit tantôt, on dit, voilà, nous voulons aller, on crée tout est créé. Je me rappelle, au début de la CEDEAO, nous avions des commissions mixtes entre États. Et quand on y allait avec des hommes d'affaires. Quand on allait en Côte d'Ivoire, avec le ministre des Finances, on avait tous les hommes d'affaires. On rencontrait le homologue. C'était comme ça. Je ne sais pas si ça se fait encore, comme j'ai quitté depuis 15 ans. C'était ça. Donc on faisait le point de la coopération et des échanges. Et maintenant, les hommes d'affaires se voyaient. Et nous, on les aidait à établir des relations de partenariat. Je ne sais pas si ça se fait. Ce que je sais, c'est qu'au niveau de la CEDEAO, si je ne m'abuse, j'avais un cadre de coopération des chambres de commerce. C'est ça qu'on avait créé à l'époque. J'ai quitté, comme je vous ai dit tantôt, j'ai quitté les affaires de la CEDEAO en 1979. Ça fait déjà 41 ans. Mais donc on avait une vision très claire. C'est important. Et on croyait arriver à l'intégration 15 ans après. Après, il y a eu des flottements. Maintenant, pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a un problème de gestion de l'intégration. Et quand en 2018, on a parlé de la zone de libre-échange continentale, j'ai interpellé un ancien directeur du commerce extérieur pour lui demander de me dire quelle est la stratégie du Sénégal pour profiter pleinement de ce cadre. Il n'y en avait pas. Quelquefois, rarement à la presse, vous entendez plus le ministre du Commerce qui parle de cette zone de libre-échange continentale. Elle devrait, cette zone, entrer en vigueur en juillet 2020. Vous prenez 90% des Sénégalais, ils ne savent pas ce que c'est. Avec la pandémie, donc l'entrée en vigueur était reportée jusqu'au juillet 2021. Mais ces temps dernier, j'ai entendu parler quand même qu'on le ramenait à janvier 2021. Aujourd'hui, je ne sens pas le pouvoir mettre en place une structure en charge d'exploiter ces opportunités. Ce que je sais, le ministre du Commerce en parle quelquefois. Je sais que même dans le cadre de la préparation de la mise en œuvre, il préside une commission technique au niveau de l'Union africaine. Mais je ne sens pas. Oui, c'est-à-dire que moi, ce que je vais rajouter peut-être, parce que je pense que quand même au plan de l'histoire, il y a des choses importantes que vous soulignez. Mais je pense que quand je parlais de vision, c'est que quand on intègre, c'est parce qu'on a une vision que je veux grandir. Donc je veux grandir parce que je suis faible encore. Vous avez parlé des pays les moins avancés. Parfaitement. Nous avons les moyens peut-être de pouvoir grandir parce que nous avons suffisamment de richesses. On a tout. Nous avons des experts. On a tout. Nous avons la force pour le faire. On a tout. Mais maintenant, ce qu'il faut, peut-être que en termes de vision, c'est de dire, je vais
rassembler tout ça pour permettre d'augmenter ma capacité, ma force, ma croissance, parce que je veux effectivement grandir. Mais est-ce que cette vision, parce que c'est ça aussi qui fait que peut-être nous, en tant que citoyens de la CEDEAO, que nous puissions voir pourquoi nous, les Maliens, les Ivoiriens, les Nigérians, etc., pourquoi nous, les peuples de ces pays-là, avons intérêt à nous regrouper, pourquoi nous avons intérêt à ne pas laisser les autres de l'extérieur venir encore exploiter ce que nous avons. Cette vision est très claire. Je parlais tantôt, c'est l'organisation qui manque. Nous savons pertinemment aujourd'hui... Mais ça, si vous dites que c'est l'organisation qui manque, ça c'est une organisation. La CEDEAO est une organisation, c'est structuré. Ça c'est le cadre. Oui. C'est le cadre. Oui. Au niveau de chaque pays, comme j'ai dit tantôt, et quand j'ai interrogé un ancien directeur de construction, quelle est la stratégie qu'on a mis en place pour profiter pleinement de ces opportunités? Il n'y en avait pas encore. On aurait dû, depuis 2018, engager toutes les études de marché de ces pays. La CEDEAO, on connaît. Là, mais aujourd'hui, la grande opportunité, c'est les caves. Ça fait 1,2 milliard de consommateurs. Cette zone de libre-échange, comme je l'ai dit tantôt, dans les zones de libre-échange, les produits originaires considérés comme nationaux circulent librement, sans aucune entrave, ni douanière, ni autre formalité. Ça veut dire que aujourd'hui, si vous avez un produit cru, parce que là c'est totalement original, si vous avez un produit cru de la Casamance, vous mettez dans des cartons, vous envoyez jusqu'au Kenya. Arrivé au Kenya, il va être traité comme le même produit, la même marchandise produite au Kenya. Ça, il faut qu'on s'organise pour produire, connaître les besoins dans ces pays-là et vendre. Maintenant, j'ai pensé, je l'ai dit dans une de mes publications, c'est là qu'il faut organiser la diaspora, notre diaspora africaine là. Mais c'est l'occasion, parce que ce sont ceux-là même qui peuvent venir ici, prendre des produits, les amener. Parce que le Kenya, il ne connaît pas le produit sénégalais. Il ne connaît souvent même pas les produits kenyans. Ouais. C'est-à-dire que souvent, nous, les Africains, on ne connaît même pas, par exemple, nos zircons. Quel est le Sénégalais qui connaît les zircons? Non. Qui connaît l'enjeu? Il y a que l'industriel qui le fait là-bas, quelque part, qui connaît. Donc, ça veut dire que d'abord, il faut peut-être commencer à connaître nous, ce que nous avons déjà dans nos structures micronationales. Tout est dans... J'avais un document, par région, toutes les potentialités. Je ne sais pas si je retrouve, je vous donne ça. Dans chaque pays, il y avait toutes les potentialités. Aussi bien agricoles, minières, artisanales, tout. Ces éléments existent. Mais c'est dans des tiroirs. Oui, mais non, c'est ce que je disais, les experts existent. Oui. Maintenant, c'est la mise en valeur. Et la mise en valeur est normalement confiée, nous avons confié notre destinée politique à ceux qui nous gouvernent. C'est à eux d'organiser. Voilà, il n'y a pas d'organisation. Voilà, d'organiser et donc aussi d'avoir la volonté politique, parce que souvent même nos hommes d'affaires, c'est plus des politiciens que des hommes d'affaires. C'est-à-dire que toutes les opportunités qui sont là, ceux qui sont souvent au devant sont des gens qui sont dans l'économie de marché de l'administration, plus que des structures d'avant-garde qui regardent où sont les opportunités, comment faire pour que ces opportunités-là puissent avoir de la valeur ajoutée. Vous savez, en 2014, avant il y avait le plan quadriennal de Senghor, il y avait beaucoup de plans, la Guana de Abdoulaye Wade, etc. Macky Sall est arrivé avec du plan Sénégal émergent. Yono Yokouté, plutôt. Yono Yokouté avant, mais ça c'était la campagne. Mais quand il s'est installé, il a transformé en plan Sénégal émergent. Maintenant, ce plan, parce qu'à l'époque, en 2014, 70% de la croissance était portée par les banques, les assurances, et il y avait les banques, les assurances et les téléphones, les télécommunications.
cette croissance n'est pas inclusive. Ah ouais. C'est une croissance, certes, qui est là, mais qui n'emploie personne, presque personne. 70% de la population est rurale. C'est cette vision du développement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, quand on parle du numérique, il faut numériser, alors que les gens ne se rendent pas compte que le numérique, c'est peut-être pour faire quelques milliardaires. C'est superstructure. Voilà. Mais justement, alors, le plan Sénégal émergent, il est là. Vous interrogez 90% des Sénégalais, ils ne savent pas ce que c'est. Parce qu'on a changé Yonou Yokouté en plan Sénégal émergent. Oui. Le Yonou Yokouté est peut-être beaucoup plus visible pour le Sénégalais. Et je pense que... Pourtant, le plan Sénégal émergent, il est simple. Il a dit, il y avait 70% de la valeur ajoutée, 70% de la croissance portée par des secteurs non inclusifs. Ce qu'il faut faire maintenant, faire porter la croissance par des secteurs inclusifs. L'agriculture, l'élevage, etc. Comment le dire aux Sénégalais? Comment le dire aux Sénégalais? Maintenant, c'est la communication. Eh bien, je pensais, moi, que la meilleure communication qu'il avait, c'est là qu'il a mis au pouvoir, c'est de dire aux gens, quiconque, n'importe quel Sénégalais à qui tu dis Yonou Yokouté, il comprend Yokouté. Voilà. Oui. Et donc, ce que nous faisons, c'est pour nous-mêmes d'abord. C'est-à-dire que les Sénégalais doivent se rendre compte qu'on a la possibilité d'être comme les Américains, d'être comme les Français, au lieu que nos jeunes aillent mourir dans la mer. C'est de se dire, mais nous avons ça, nous avons du zircon, nous avons des phosphates, nous avons de l'or, nous avons des terres riches agricoles. Alors, maintenant, le nerf de la guerre, le nœud, c'est le financement. Il faut le dire. Et moi, les Sénégalais je pense que même pour tout. le financement, par exemple, Total Sénégal est venu à lever des fonds au Sénégal. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'argent qui manque. C'est-à-dire Justement, ça ne manque pas. Comment capter cette épargne? Alors, c'est pourquoi ces temps derniers, je parle de financement participatif. En quoi faisant? Vous sortez un projet présenté sur une plateforme avec les intrants, le chiffre d'affaires, le bénéfice. Les gens s'y intéressent. Là, c'est la tontine que nos gens font. Ouais. C'est la tontine. La tontine, en tout cas, nos dames sénégalaises connaissent très bien la tontine. Malheureusement, ce n'est pas investi dans des secteurs. Alors maintenant, ce qu'il faudrait, et je l'ai dit tantôt, je l'écris beaucoup depuis 2014, quand le plan émergent est sorti, et même avant dans mon livre, là, j'ai parlé de fonds de solidarité en 2000 sur les APE là. J'ai dit il faut qu'on s'organise pour qu'il y ait une épargne locale, un investissement endogène. Parce que tant que nous laisserons les autres, à travers les investissements directs étrangers, venir ici investir, nous serons pauvres. Parce qu'ils nous laisseront profiter de nos opportunités de production, d'agriculture, d'élevage, etc. Gagner beaucoup d'argent, ne laisser que les salaires. Et prendre les revenus très intéressants et les placer à l'extérieur. Alors il suffirait que les Sénégalais croient en eux-mêmes et se mettent ensemble pour qu'on ait des ressources beaucoup plus importantes. Et j'ai fait beaucoup à l'échelle de la CEDEAO, je pense que c'est encore beaucoup plus consistant. Mais convention là, c'est pas comme vous dites par cercle concentrique. Ouais. Si les Sénégalais font de même, les autres font de même, nous aurons un financement endogène. Maintenant, le marché, il est là. Vous allez dans un supermarché. Si vous allez dans le rayon conserve alimentaire, l'essentiel vient de l'extérieur. Même notre riz vient de l'extérieur. Il s'agit de quoi? Il s'agit de prendre un produit horticole avec comment dirais-je là, l'emballage et le conservateur. Nous laissons pourrir nos fruits en Casamance. La vallée fait beaucoup d'oignons et de qui, etc. On essaie de vendre. Vous allez dans les Niayes, c'est pareil. Nous avons tout. Je dis, c'est une question d'organisation de la production, de la commercialisation et de la transformation. Et ça, autour de cette table-là, vous aurez dû avoir le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, et de l'Industrie pour transformer, le ministre du Commerce pour vendre. Et maintenant,
les affaires étrangères pour que nos amis de la diaspora puissent servir de relais pour positionner nos produits. Parce que le CRAF, 1 milliard, cette zone de libre-échange continentale africaine, 1 milliard 200 millions. Si on ne prend garde, ce sont les financiers venant des autres pays qui vont venir encore ici, exploiter toutes nos opportunités, profiter de l'origine sénégalaise notamment, et de vendre des produits du Sénégal. C'est cette vision de dire que le problème c'est les finances, on n'a pas d'argent, alors que ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'argent, mais je pense que l'handicap majeur, c'est cette vision qu'on a, qui est que pour qu'on fasse quelque chose de bien, il faut forcément que ce soit l'autre qui le fasse. Nous avons tout. Si vous prenez votre calculette, vraiment, il y a même un marabout qui le disait, que si tous les vendredis, chacun donnait 100 francs, aucun dara au Sénégal n'aurait des problèmes. Alors, si vous prenez votre calculette, prenez 1 million de Sénégalais. C'est même pas 1%. 100 francs, ça fait 100 millions. Toutes les semaines. 10 jours, c'est 1 milliard. Le mois, c'est 3 milliards. 3 milliards sur l'année, c'est 36 milliards. En mettant 100 francs. Et cette catégorie de 1 million, ce n'est pas ceux qui mettront 100 francs, c'est des gens qui peuvent mettre 1000 francs. Les 100 francs, c'est sur les 16 millions. Maintenant, si c'est 1000 francs, prenez donc, comme je dis, 36 milliards, je dis tout à l'heure combien 36 milliards ou 3 milliards 600, vous multipliez par 1000. Nous avons tout pour nous développer, il faut dire que nous avons un blocage dans la tête. C'est ça qui me désole. Oui, mais le blocage, je disais tantôt, il y a une série d'émissions qu'on a fait sur les élites africaines. Parce que, est-ce que les élites africaines, parce que, en fait, n'importe qui n'est pas élite. Une élite, c'est celle-là qui tire le peuple vers le haut. Donc, est-ce que nos élites ont cette vision, ont cette volonté de dire que, oui, nous pouvons faire mieux que ça. Je pense qu'avec la venue du président Wade, etc., avec le NEPAD, etc., il y avait quand même un grand chamboulement avec les Kadhafi, etc., qui semblait dire que oui, il faut qu'il y ait un focus pour que l'Afrique émerge. Il en avait les moyens. Et je pense qu'aujourd'hui aussi, c'est la même chose. Si le Sénégal peut s'en sortir en termes de possibilités de pouvoir utiliser son épargne locale sans contrainte majeure par rapport à ces populations, je pense que nos élites, si elles avaient cette vision-là, peut-être que l'histoire des inondations, ça causerait moins de problèmes. Bien sûr. L'histoire de pouvoir développer notre agriculture poserait moins de problèmes. Et chemin faisant, je pense que le Sénégal, comme les pays de la CEDEAO, parce que on n'a pas encore parlé de l'Union africaine, eh bien, serait en mesure peut-être de faire des croissances extrêmement importantes et au profit de nos pays. Maintenant, vous avez parlé d'élite. C'est dans ce cadre que, pour une petite digression, au niveau du Sine Saloum, on réunit tous les cadres du Sine Saloum qui sont à Dakar. On a créé Peinture Sine Saloum. Okay. On a créé l'association et maintenant une société aussi par action simplifiée. On vient de créer la société avec un capital de 50 millions. C'est ça. Parce qu'on s'est dit que le développement, c'est à la base. Absolument. Il faut donc, comme j'ai dit, je l'ai mentionné ici, c'est retour au royaume d'enfance. Il faudrait que les cadres qui sont là, le gouvernement, les autorités nous accompagnent. Mais nous, qui sommes les cadres vraiment de ce pays-là, il faut qu'on prenne en charge le sort de nos populations restées sur le terroir. Nous avons toutes les capacités financières, intellectuelles et techniques.
question d'organisation. Alors, nous avons dit, nous allons le faire pour le Sine Saloum. Si ça marche, en tout cas, les résultats escomptés sont très importants. C'est un prétexte pour le président de la République de le proposer aux autres régions. Et déjà, il y a la vision pôle de développement. Ça, on en parle depuis plusieurs années. Nous sommes dans le pôle centre, donc il suffirait que à notre peinture Sine Saloum, nous, qu'on ajoute Diourbel, qu'on ait le pôle centre. Vous avez le pôle de la Casamance, déjà, qui devrait démarrer. Bon, on en parle depuis 2 ans, ça traîne un peu. Vous avez donc Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. Dans ma démarche, j'ai dit donc si le projet Sine Saloum peut être un projet pilote, on l'étend sous forme de pôle de développement. Nous avons le sud, donc vous avez la Casamance, plus Sénégal, plus Kédougou. Vous avez la zone centre, Kaolack, Fatick, Kaffrine, Diourbel. Vous avez la zone nord. Je prends l'ancienne région du fleuve, j'ajoute Tambacounda. Et vous avez l'ouest. L'ouest, je prendrai donc Dakar et Thiès. C'est des pôles, 4 pôles. Et quand je l'ai simulé, avec un financement de 216 milliards, le Sénégal est émergent en 2029. Parce que la croissance, c'est quoi? L'émergence, c'est quoi? C'est quand la croissance atteint 10% de la moyenne de la croissance européenne. Quand je l'ai simulé, en 2029, nous avons plus de 4 000 $ de PIB par habitant. Et c'est supérieur à la moyenne de l'Union européenne qui est dans l'ordre de 3 600, 3 900. Je pense que... Mais comme je dis, ce sont les cadres. Nous, on a compris ça. L'État, moi, j'ai fait 35 ans au niveau de l'État. Il ne faut pas tout amener l'État. Il faut que les populations se prennent en charge, l'État les accompagne. Oui, mais je pense quand même qu'il y a un rôle de l'État à faire, parce que dans l'accompagnement, d'ailleurs, depuis plusieurs années, dans nos pays, le mal, c'est qu'on développe des programmes suffisamment pertinents. Mais le problème, c'est dans la réalisation. Mise en œuvre. Quelquefois même, on a les fonds pour ça, mais malheureusement, la mise en œuvre ne nous mène nulle part. Je pense qu'aujourd'hui, il est important, comme vous dites, parce que je pense que quand même, il y avait eu des ruptures, même avec la venue du président qui faisait des conseils ministériels dans différentes régions. Je pense que les régions ont bougé. Chaque région a vu qu'il avait quelques potentialités. Mais je pense que c'est toujours, on retourne toujours à la case de départ. On fait comme des émulsions. Il y a les trucs, les bulles qui sortent, mais après, ça donne rien. Et je pense que comme votre initiative, elle est extrêmement importante si elle aboutit, c'est de se dire que dans telle région, il est possible de faire telle chose. Et commencer. Le résultat, c'est ça qui va amener les autres à voir que si c'est possible. Au-delà des régions, j'ai fait la même chose pour la douane. Là, je parlais de pôle développement. Là, je parle de structure. La douane, la famille douanière, j'ai réussi son projet. Les impôts, le trésor, au niveau des finances. Si toutes les administrations font de même, c'est la même chose. C'est-à-dire, j'en ai même fait pour ma famille. C'est-à-dire, ce que je sais, le développement, c'est à la base. Oui, c'est à la base. Et comme disent les Anglais, top-down, tout ce qui vient d'en haut, ça tombe, mais c'est down-up. Maintenant, donc, comme j'ai dit, il faut que les autorités... J'ai fait 35 ans dans l'administration. Personne n'a jamais déjeuné avec l'État. L'État, c'est l'État, n'est-ce pas? Mais nous qui avons fréquenté cette sphère pendant longtemps, avec ces connaissances et ces insuffisances, il faut qu'on change de stratégie et qu'on parte de la base et que maintenant le président demande à tous les ministères concernés d'accompagner ces gens-là.
Moi, je pense que c'est une chose. Et peut-être même quelquefois, contrairement à ce qu'on pense, on n'a pas forcément besoin que l'État, même en termes d'accompagnement, soit là pour faire des choses. Le paysan, il cultive, il récolte, il n'a pas forcément besoin pour faire son agriculture de ça. Mais c'est peut-être que quand maintenant l'État se dit, oui, je veux faire de l'autosuffisance alimentaire, alors il faut que maintenant j'organise les régions en disant que telle région, je vais la spécialiser en ça. Telle région, je vais la spécialiser en ça. C'est peut-être en cela qu'on peut arriver à faire quelque chose qui soit lié à la vision des gens, à la croissance. Aujourd'hui, vous avez l'ANIDA. L'ANIDA a tout fait. L'ANIDA a carré tout le Sénégal. L'ANIDA peut vous dire dans chaque localité, avec l'aménagement du territoire, ce qu'on peut faire. C'est l'information, c'est la communication. Comme on dit, c'est un terme de communication. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait des centres d'échange. Parce que les populations ne savent pas. Le plan Sénégal émergent, je vous disais tantôt. Les gens ne connaissent pas. Oui, mais parce qu'il faut fabriquer, le citoyen qui doit exécuter la politique. Il faut qu'il comprenne d'abord, il faut lui expliquer. C'est ça. Et c'est peut-être ces enjeux-là qui manquent aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégalais doit... Nous avons notre carte d'identité CEDEAO dans la poche, nous avons notre passeport CEDEAO dans la poche. Mais est-ce que le Sénégalais, est-ce que le citoyen voit que... Mais c'est un pas extrêmement important. Les autres pays, ils sont beaucoup plus considérés parce qu'ils représentent quelque chose de grand. Si on dit je suis citoyen de la CEDEAO, les gens se rendent compte que, eh bien, mais c'est le Nigeria. 320 millions. Mais 320 millions d'habitants, oui. Mais si on dit le Sénégal c'est combien? 16 millions, vous avez la Gambie c'est 2 millions. Effectivement, on est petit, mais on est 320 millions. On sera 1,2 milliard. Quand même. C'est des puissances. Et chaque fois qu'il y a un groupe, tout groupe est une puissance. Absolument. Tout groupe, question d'organisation, est une puissance. Maintenant, nous avons la chance. Moi, je ne parle même plus de moi. Moi, je parle de la CEDEAO, 320 millions, de 1,2 milliard. Quand même. Donc, le cadre, question, c'est là nos gouvernants doivent créer les cadres pour la communication, que les gens comprennent, l'objectiviser et amène les gens à changer. Parce qu'il faut que les gens se prennent en charge. Oui, mais vous voyez, lors de notre émission passée, on a un peu parlé de cette administration-là, elle est une administration d'héritage colonial. Exact. C'est-à-dire que jusqu'à présent, nous fonctionnons avec cette vision que le centre, c'est là-bas en Europe, nous sommes juste la périphérie. Et tout dépend de ce que l'Européen pense et fait. C'est-à-dire que cette reconversion des esprits, qui doit dire que oui, mais les Européens ne sont pas plus forts que nous. Du tout. Ils n'ont pas plus que nous. Nous avons plus maintenant. Cette vision-là, je pense que c'est celle qui manque à nos élites aujourd'hui. C'est cette rupture. Je pense que les Cheikh Anta ont fait un travail important dans l'africanité, voir la grandeur africaine. Mais je pense aussi que c'est important aujourd'hui, par rapport aux enjeux de la géopolitique à l'échelle internationale, de pouvoir fabriquer un nouveau citoyen, par exemple CEDEAO, qui puisse voir quels sont les enjeux à ce que le Mali et le Sénégal soient un seul pays, que la Guinée et la Côte d'Ivoire, c'est un seul pays, que le Nigeria et la Gambie, c'est un seul pays. Et maintenant, ces forces mises ensemble, parce que les peuples ont compris, parce que nos élites politiques aussi tirent vers ça, je pense qu'on peut arriver à éviter ce qui nous guette, par exemple, au Mali, ce que je pressens nous guetter au Mali, c'est que les grandes puissances encore vont venir délocaliser leur concurrence chez nous, créer la guerre, créer une nouvelle déstabilisation. Il est important que les Africains de l'Ouest se rendent compte que le Mali, c'est nous, c'est notre pays, parce que nous avons la même citoyenneté, nous avons la même carte d'identité. Il est important de savoir que ce qui se passe au Mali, c'est ce qui se passe chez nous. Il est important que nous tous nous fusionnons nos forces pour que le Mali ne soit pas encore un nouveau cadre de déstabilisation de notre sous-région. Vous savez,
De Gaulle disait à l'époque, Jean de Gaulle, les pays n'ont que des intérêts. C'est vrai. On ne peut pas reprocher à un chef d'État européen de se battre pour garder ses avantages dans tel ou tel pays. Absolument. Mais c'est à nous de comprendre nos intérêts et de les défendre. Absolument. Voilà. Bon. Et je crois que ça, il y a le... Macky Sall a compris quand il fallait régler le problème du Mali. Il a appelé l'attention des gens sur le fait qu'il fallait éviter certains secteurs, comme les produits de première nécessité, etc. On voulait faire un amalgame total. Il a dit non. Parce que là, on va fragiliser davantage. Là, donc, heureusement, il a pu. Mais encore ça, objectivement, c'est dans l'intérêt du Sénégal. Donc, c'est pas parce que mais c'est dans notre intérêt. Donc, c'est notre intérêt. Comme je dis, des pays n'ont que des intérêts. Voilà. Ce qui doit être mis devant, c'est nos intérêts. J'ai dit tantôt, les pays n'ont que des intérêts. Oui. Alors, c'est ça. Nos intérêts aujourd'hui, c'est de créer des grandes entreprises pour exploiter nos potentialités. Moi, je ne pense pas objectivement que ça vienne d'en haut. Si notre démarche au niveau du Sine Saloum marche, c'est à la base. Absolument. Et je pense qu'il y a un élément important. On a voté une loi qui disait que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Oui. La Chine a exploité cela. Par exemple, la Chine a permis aux Européens de venir, amener leur technologie, amener leurs trucs. Mais après chaque fois, et quand ça devenait intéressant, ils sortent la loi en disant « Ah non, ça ne dépend pas de moi. C'est une loi qui est là, qui a été votée à l'Assemblée nationale. C'est ce qui fera que demain, eh bien, si nous faisons une comparaison entre l'usine d'exploitation du minerai d'or, si on valorisait, et l'or qui est dans le sous-sol, lequel est le plus important? Entre l'usine que le gars a amenée et l'or qui est à l'intérieur, qu'est-ce qui est le plus important? C'est en bas. C'est l'or qui est en bas. Et pourtant, il va valoriser, lui, sa structure qui est au-dessus de... Sa superstructure. Voilà. Alors, et le réel est en bas. Voilà, et le réel est en bas. Et c'est ça qui vaudra autant que 90%, et nous, peut-être, à peine, on aura 3%. C'est ce renversement de vision, cette capacité à dire que nous avons voté une loi, ça n'appartient plus à l'État, ça appartient au peuple. Et ça peut faciliter à l'État de faire une meilleure négociation. Il faut que nos députés qui ont voté ces lois, eh bien, se disent que, eh bien, nous avons une mission. Cette mission-là, c'est de permettre à notre pays de pouvoir profiter de ce qu'il a. Et je pense que c'est ça qui permettrait de faire de nouvelles négociations avec les partenaires qui sont venus, qui veulent investir, en sachant que, eh bien, les terres, on ne va plus les dilapider comme ça avec des trucs, parce que c'est ce qui arrive. On vend partout nos terres, et ceux qui les vendent ne se rendent pas compte qu'ils n'ont pas le droit de le vendre parce que ça ne leur appartient pas. Voilà. Maintenant, c'est dans ce cadre-là, j'ai réfléchi chez temps dernier en disant ce qu'il nous faudrait, parce qu'on a un problème de technologie. Il faudrait qu'il y ait un transfert. Il faut qu'on négocie. Vous venez avec votre technologie, nous venons avec notre opportunité. Ce qu'il faudrait, qu'on soit en joint venture. Mais sur tant d'années. On dit sur 10 ans en joint venture. Mais dans 10 ans ou 15 ans, tout devient sénégalais. Donc, il aura mis ses milliards, il aura gagné correctement. Mais en partant, il aura laissé la technologie et tout. Dans le schéma que j'ai fait, je l'ai fait pour le Sénégal, avec la pandémie, moi je parle le document. Dans la démarche du Sine Saloum, nous allons dans une localité. Nous prenons des jeunes. On les forme en GIE. On fait un contrat de prestation de services. On travaille, le projet c'est notre projet. Au bout de 5 ans, on leur laisse le projet et le capital.
Parce qu'entre-temps, on aura créé d'autres. C'est comme ça. On leur laisse tout. Et eux aussi, parce qu'ils ont 5 ans, pendant 5 ans, ils ont appris à travailler. Maintenant, ils restent dans le schéma autrement. C'est-à-dire aussi, il faut qu'ils passent, il faut qu'ils aussi continuent. Parce que nous consacrons plus de 50% de la plus-value pour investissement. Voilà. Pour investir. C'est ainsi que donc, c'est un schéma. Je vous l'enverrai par le net. J'ai ce document. Vulgariser. Alors, on va passer à une étape supérieure. Oui. On a parlé relativement de la CEDEAO, mais je pense également que l'Afrique aujourd'hui a besoin de grandir. L'Afrique a besoin aussi de s'intégrer pour justement faire un conglomérat qui soit très fort pour que les autres aussi sachent que, attention, on ne peut plus faire ce qu'on faisait jusqu'à aujourd'hui. Mais heureusement, les chefs d'État l'ont compris. C'est ainsi que, je disais tantôt, en 2018, mois de mars, au sommet de Kigali, on a mis en place la zone de libre-échange continentale. 1,2 milliard, ils ont compris. Parce qu'avant, il y avait les communautés régionales, communauté économique régionale, comme je disais tantôt. C'est ça qu'on a mis ensemble maintenant, dans le cadre de la zone de libre-échange continentale. C'est 1,2 milliard. Il reste quoi? Il reste maintenant à mettre il faut dégager les procédures, notamment douanières, de détermination de l'origine douanière. Parce que aussi, l'origine communautaire, il ne faudrait pas que des produits soient importés d'ailleurs, qu'on les maquille, qu'on les considère comme local. Non. C'est ça la détermination de l'origine en douane. Si c'est un produit industriel, nous disons que dans ce produit industriel-là, il faut que 40% de la valeur soit d'origine locale. Au moins. Si c'est un produit cru, comme on dit récolté, les autres produits comme récolté, cultivé, là c'est 100%, bien sûr. Parce que le produit récolté, on ne peut pas suspecter qu'il ne soit pas originaire. Vraiment. Les arachides, c'est les arachides du Sénégal, n'est-ce pas? Maintenant, les arachides du Sénégal vont produire de l'huile d'arachide. C'est encore sénégalais. Voilà. Maintenant, si vous faites de la peinture, les ingrédients, vous les importez, n'est-ce pas? Faites un simple mélange. Il n'y a pas suffisamment de transformation. Voilà. On l'appelle en douane simple mélange, ou simple découpage, etc. Il faut qu'il y ait une transformation substantielle, avec une valeur ajoutée locale substantielle de l'ordre de 40% au moins. À ce moment, bon, à l'époque, la CIA, on avait dit 35%, mais 40%, c'est quand même acceptable. De sorte que, si quelqu'un vient ici, au moins, il aura fait travailler le pays pour 40% de son produit. Oui, mais maintenant que cela a été décliné, c'est une zone de libre-échange à l'échelle continentale, oui. C'est décliné. Le plus important aujourd'hui, c'est toujours la même chose, la mise en œuvre. C'est les mécanismes qui sont en cours. Donc, je disais tantôt, je n'entends plus parler de ça, malheureusement. Alors que la zone devrait entrer en vigueur en juillet dernier. La pandémie nous avait amené à pousser l'entrée en vigueur en juillet 2021. J'ai entendu ces temps-ci parler de janvier, mais je n'ai pas entendu parler des mécanismes. Oui. Il faut déterminer l'origine. Il faut qu'on sache dans quelles conditions on va considérer ce produit comme pouvant être considéré comme produit africain. Oui. Et s'échanger librement sans payer ni droit de douane ni rien du tout. Oui, mais justement, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément que ce soit très compliqué. Le problème, j'ai tantôt parlé de volonté politique, c'est-à-dire c'est ceux-là qui sont au devant et qui décident, parce que c'est eux les décideurs réellement. C'est à eux d'avoir cette volonté de dire qu'on doit y aller, on peut y aller et il faut le faire. Maintenant, nous avons aussi ceux-là qui sont de l'extérieur et qui poseront, comme vous avez dit, les pays n'ont que des intérêts, de toutes leurs forces pour que cela ne puisse pas être. En tout cas, de notre temps, nous avions, nous, des comités nationaux. Le comité national CNUSEDGAD, CEDEAO. Ce comité-là,
c'est à notre niveau, au niveau des experts, des douaniers. Moi, j'étais président de ce comité. Avant, c'était Abdourahmane Dia. C'est le premier directeur des douanes sénégalais. Il a été directeur des affaires économiques. Il a été le président. Il m'a passé dans les années 79, je crois, 78, 76 à peu près. C'est à ce niveau-là qu'on faisait bouger les choses. Ce n'est pas le ministre. Le ministre n'est pas technicien. Voilà. Dans un ministère, le ministre est le plus inutile. Voilà, absolument. Absolument. Ce sont les cadres. C'est les cadres qui doivent faire bouger ce pays. Résultat. C'est ça, ce sont ces cadres. C'est les cadres. Ouais. C'est les cadres. C'est pas quand le président dégage une vision, ce sont les technocrates qui doivent faire ça. Donc, malheureusement, et nous, comme je dis, on n'était pas, moi j'étais pas du tout politique. Ouais. Ce qui m'intéressait, c'était l'intérêt du pays. Voilà. Et le comité travaillait dans ce sens. On donnait les conclusions au ministre. C'est fini. Le ministre ne sait pas. Il dit voilà ce que nous voulons. Voilà. Le comment, c'est nous, ce sont les techniciens. Voilà. Et le comment. Mais c'est les techniciens. Les moyens. Mais c'est nous. L'expertise, c'est aux techniciens de vraiment faire de sorte que. Maintenant, s'il y a des problèmes avec d'autres mesures, d'autres départements, l'autorité fait un arbitrage. Voilà, absolument. Oui. Mais autrement, vous allez jusqu'au bout de ce qu'on pose. Maintenant, je ne sais plus comment ça se passe. Ça fait. Disons que c'est toujours la même chose. Hein. Récemment, le président parlait d'un fast track parce qu'on voit qu'il y a trop de lourdeur. Pas trop. Mais le problème, c'est que, comme toujours, on sort des slogans et pourtant qui sont très pertinents, mais personne ne va le mettre en œuvre. Or, c'est aux technocrates qui sont là, qui devraient voir l'enjeu, qui devraient voir l'importance de cela, à devoir l'exécuter. J'avoue qu'à l'époque, la chance qu'on avait, le ministre était ministre, mais il n'était pas plus technocrate que moi. Et généralement, c'est le ministre qui te faisait la cour pour que tu sois directeur. Il y a une loyauté claire, vraiment. C'était ton chef entre guillemets. Simplement. Donc, c'est ça qui nous engageait. Donc, on se sentait responsable. Donc, c'est ça. Je ne sais plus si c'est comme ça. Mais nous, chaque fois, c'est un ministre qui vient te faire la cour pour que tu sois directeur. Pour l'accompagner. Pour l'accompagner, des résultats. Oui. Alors donc, nous, on était beaucoup plus libres. On allait jusqu'au bout. Maintenant, on était toujours à la zone de libre-échange à l'échelle continentale. Oui, mais... Je pense qu'aujourd'hui également, le monde bouge. Le monde bouge. Et la manière dont elle va bouger, c'est extrêmement important que les Africains aussi sachent où sont les enjeux. Dans une de nos émissions passées, on parlait de la capacité de l'industrie, qui était le moteur de développement des pays occidentaux. Sa capacité de pouvoir avancer n'est plus possible parce que aujourd'hui, on ne peut plus produire comme on produisait avant. Cette civilisation de la consommation est obligée de s'arrêter. On ne peut plus produire autant d'avions. Des avions là, ils sont là, mais d'ailleurs ils sont coulés au sol aujourd'hui. On ne peut plus continuer à produire des avions, on ne peut plus continuer à produire des voitures, on ne peut plus continuer. Donc, c'est sûr que leur croissance qui était liée à l'industrie va se gripper. Plus aussi leur économie, c'était de l'économie spéculative, les bourses, les trucs, etc. Nous, notre avantage, c'est que nous avions de l'économie réelle. Nous mangeons notre tchéboudjen. Eh bien, l'enjeu n'est pas aujourd'hui dans la spéculation boursière, non, c'est de l'économie réelle. Donc, d'ailleurs, je pense que c'était ça l'avantage. En 2008, la crise financière ne nous a pas tellement impacté. Et aujourd'hui aussi, est-ce que nous sommes conscients que cette crise peut ne pas trop impacter sur nous si nous nous autocentrons? Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont surliquides. Ils vont nous obliger à nous endetter. Et après, ils vont nous asphyxier. Cette pandémie, cette situation, elle est difficile sur le plan sanitaire. Mais c'est une chance que dans le cadre d'un plan de relance,
qu'on exploite toutes nos opportunités. On peut le faire, vraiment. Mais il faut que, comme au début de la pandémie, quand le président a reçu tout le monde, c'était la solidarité totale. Il faut que les gens sachent que c'est l'occasion, comme on a dit dans le cadre du plan de relance, de concentrer nos efforts sur l'agriculture, l'autosuffisance alimentaire. Si on le fait, maintenant, comme on dit, ce qu'on ne peut pas consommer frais, on le transforme. De sorte que dans les supermarchés, on ait nos produits. Parce que ces produits ne vont pas payer le droit de douane. Ils seront plus compétitifs que les pays européens qui vont payer le droit de douane, qui vont venir de très loin. Mon produit qui est en Dakar, elle est par la mer, elle est en Sierra Leone. Mais en principe, aucun produit non originaire de la vie ne peut être concurrencer. Normalement. Maintenant, il y a un problème de technologie. Je dis, il faut qu'on soit assez intelligent. On ne peut pas bloquer les autres, mais dans le contrat de collaboration, à terme, vraiment très rapidement, qu'on reprenne tout. Absolument. Bon, il amène 100 milliards. On est d'accord. Vous avez 100 milliards. Si vous gagnez 100 milliards, nous prenons. Donc, si vous gagnez 10 milliards par an, en disant c'est 100 milliards. Le problème, c'est que les rapports de force qui peuvent permettre de négocier comme il se doit ne peuvent se faire qu'en, comme on a dit, grandissant. C'est-à-dire, c'est quand le Sénégal, la Gambie et le Mali se rendront compte que c'est important que la CEDEAO fonctionne. C'est important quand l'Afrique du Sud, l'Égypte, la Mauritanie, le Sénégal et la Côte d'Ivoire se rendent compte que c'est important de grandir ensemble pour pouvoir d'abord améliorer la qualité de la vie de nos populations d'abord. Parce qu'il y a tellement de produits en Afrique que les Africains ne peuvent même pas consommer parce que ça coûte cher en Afrique. Tu vas en Europe, la banane coûtera moins cher et de meilleure qualité là-bas que chez nous qui produisons cette même banane. Donc déjà avec nos produits, nous pouvons largement d'abord améliorer notre niveau de vie des populations. Mais en plus aussi, je pense que ça nous permet de mieux négocier notre partenariat avec les autres entités qui se sont regroupées. On disait tantôt que la France, pour nous exploiter, pour nous coloniser, nous a regroupés. Et après, avec les indépendances, il nous a disloqués parce qu'il ne voulait plus qu'on ait cette force-là. Alors c'est à nous maintenant aussi de voir... On a compris, on s'est retrouvé à la CEDEAO, à la CEDEAO, maintenant on est à l'Union africaine avec la ZLECA. Voilà. Donc cela veut dire on comprend. Mais je dis c'est le mécanisme. Et là, il faut que nos autorités trouvent des mécanismes pour exploiter ces potentialités. Voilà. Et ça, je crois que c'est dans l'information de l'organisation. Il y a des ministères clés ou des ministères chargés de développement. Il faut qu'ils soient des développeurs. Malheureusement, on est tenu par le temps. On est pratiquement au terme de notre émission. Je pense que vous allez un peu dire vos derniers mots. Qu'est-ce que vous allez... Mon dernier mot, c'est simple. Il faut qu'on croie en nous et que considérer que cette zone de libre-échange continentale de 1,2 milliard, c'est une opportunité pour nos pays à bref délai d'être émergents, notamment dans 10 ans au plus. 2035, c'est trop tard. Absolument. Donc, nous allons remercier le colonel Diané de nous avoir accompagnés et nous disons à nos auditeurs à dimanche prochain, Inch'Allah. Peut-être une petite insuffisance. S'il y a des insuffisances, considérez que le colonel Diané est un juriste. Ce n'est pas un économiste. Non, au plan de l'histoire, vous nous avez apporté énormément de choses. Donc nous avons aujourd'hui comme invité le colonel Doudou Diané. Donc à dimanche prochain, Inch'Allah. Et ce que doit être une amitié. Ils ne sont pas morts, ces héros, et ils ne mourront pas. Après eux, d'audacieux pionniers reprirent la lutte de libération nationale qui,
finalement triompha sous la direction d'Ahmed Sékou Touré, petit-fils de ce même Almami Samori. Le 29 septembre 1958, la révolution triompha, nous vengeant définitivement de cet autre 29 septembre 1898, date de l'arrestation de l'empereur du Ouassou, l'Almami Samori Touré.